cette liste citoyenne, cette liste pleine d'expériences diverses, qui est conduite par Benoît Hamon, que je ne présente plus. Ce soir à Rennes, heureux de finir cette campagne en cette terre bretonne. Il va prendre la parole pour introduire cette soirée. Et puis après, vous le savez, ce sera le temps des questions tirées au sort parmi les questions que vous aurez, vous, dans la salle à poser, et également qui nous parviendront via le Facebook Live. Mais tout de suite, Benoît, je te laisse la parole. Bien, bonjour, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de vous voir si nombreux à Rennes. On a décidé donc de terminer par la Bretagne notre campagne des élections européennes, campagne qui a eu un peu de mal à démarrer, pas la nôtre, mais parce que l'intérêt, objectivement, à la fois des grands médias, mais aussi de l'opinion, qui a été assez tardif pour cette campagne. On a eu, on y reviendra, parfois une forme de frustration à ne pas pouvoir défendre comme nous l'aurions souhaité, un programme que nous avons travaillé pendant près d'1 an et demi. Et je veux remercier Isabelle Thomas parce qu'elle est une des architectes de ce travail dans le cadre du Printemps européen, qui est le parti transnational auquel que nous avons rejoint, avec un autre mouvement français, en tout cas l'antenne française de Diem 25, qui est représentée ici par Emma Justum. Et nous avons donc travaillé pendant 1 an et demi, construit à la fois une liste transnationale et un programme dont nous avions souhaité qu'il puisse être immédiatement opérationnel le 27 mai. Quand nous discutions avec Yanis Varoufakis, notre obsession, c'était de se dire comment assurera-t-on aux Européens que ce qu'on met sur la table, on soit en capacité de le faire tout de suite pour une partie, et puis pour ce qui relève du changement des traités, quelle sera notre méthode pour viser justement ce changement des traités. On aurait pu vous parler, et on aurait pu abondamment parler des 43 pages de programme du Printemps européen. Objectivement, on en a assez peu parlé. Alors on en a assez peu parlé parce que honnêtement, nos adversaires sont arrivés avec des programmes plutôt franco-français. On a eu une immense chance quand même, le 9 mai, d'avoir le droit au programme présidentiel, 15 jours avant les élections. Merci, Monsieur le Président de la République, quand même, de nous donner 2-3 petites choses, quoi, des miettes à picorer. Donc le 9 mai, on a eu le droit au programme présidentiel, mais c'est vrai que c'était assez frustrant. Mais bon, je ne vais pas vous parler de nos frustrations, je vais vous parler de cette fin de campagne et vous dire que hier soir, moi, j'ai voulu dire ce que nous ressentons profondément. Nous avons fait cette campagne dans un contexte où nous mesurons aujourd'hui ce qui est le poids de la pensée xénophobe et nationaliste dans le débat public. Et la façon dont cette pensée a colonisé bien des imaginaires, j'ai dit hier et je l'affirme, nous assistons en Europe à une forme d'anschluss de la droite identitaire et de l'extrême droite sur la droite traditionnelle comme une partie de ceux qui se revendiquent vaguement de la gauche, c'est que ce sont les représentations politiques, les thèmes, les thèses de l'extrême droite qui donnent le là aujourd'hui du débat politique. Et ça, c'est très grave. C'est très grave parce que quand on en est, nous, à devoir dire qu'il n'y a pas de grand remplacement, le grand remplacement est une invention de l'extrême droite qui s'est immiscée dans le débat public et qu'on en vient à commenter, nous. On parle aujourd'hui non pas de crise humanitaire en Méditerranée, mais de crise migratoire, comme si le problème, c'était ceux qui fuient la guerre, et des guerres dans lesquelles on a une responsabilité parfois éminente, la misère, le réchauffement climatique, comme si c'était eux le problème, et pas le fait qu'aujourd'hui, nous ne soyons même pas capables, le débat d'hier soir était édifiant, je ne sais pas si vous avez vu, mais on avait quand même un débat entre
Philippot et Bardella. Donc vous commencez à avoir peur quand vous êtes à côté, vous dites c'est le débat Philippot-Bardella. Puis alors, Dupont-Aignan se glisse dans le débat. Puis vous sentez que vous montez le niveau quand même. Hein. Les gars, c'est à savoir à qui rejettera le plus vite les vaguement 22, 23 personnes qu'il y avait dans un bateau. Donc quand même, il y a un moment, vous dites... Et là, Routel-Krief arbitre tout ça, c'est tranquille. Et moi, je voulais dire quoi? Pourquoi est-ce que j'ai voulu montrer du doigt Bardella? Parce que, au fond, quelque chose m'a beaucoup frappé en cette campagne, et je me suis même moi-même trouvé un peu piégé à le dire. Tout le monde me disait, quand même, il est bon. Et on constatait quoi? Les journalistes disaient, il est bon. On jugeait la performance de ce garçon au point qu'on en oubliait le projet politique qu'il y a derrière. Qu'on en oubliait le cauchemar que représente le projet de ceux qui ont mis, je le rappelle, l'Europe à feu et à sang, et qui a justifié et expliqué que le projet européen existe sur les cendres et les ruines du continent qu'ils avaient laissé à feu et à sang. Et ce sont eux, aujourd'hui, qui ont réussi l'exploit d'arriver à imposer leur thème dans le débat politique. Alors, je vais vous citer une personne qui a pour moi une grande importance dans ma formation politique et intellectuelle, et je vais commenter cette citation à l'aune du débat d'hier soir. Le fascisme, c'est le mépris. Et inversement, quand le mépris s'immisce en politique, tôt ou tard, il prépare ou instaure le fascisme. Celui qui a dit cela, c'est Albert Camus. Camus évoquait comme militant intellectuel antifasciste ce qui, à ses yeux, incarnait le mieux le fascisme, la négation et le mépris des hommes, et ce qui le préparait le mieux. Pourquoi je cite Camus? D'abord parce qu'il a une importance, je vous dis, majeure dans ma formation politique et intellectuelle, mais parce que hier, je suis presque tombé de l'armoire, Bardella, qui venait de citer De Gaulle, que Bellamy ait laissé passer ça, je ne comprenais même pas. Donc vous avez quand même l'extrême droite française qui cite De Gaulle. Je ne suis pas gaulliste, hein. Et j'avais même envie de venir, de prendre la parole pour dire que c'est une aberration complète. C'est même pas de la triangulation, là. Je ne sais pas où ils vont, mais c'était déjà frappant. Mais après, ils citent Camus. C'est un peu comme si ce soir, moi, je vous disais, comme disait Philippe Pétain, à l'appui du projet de notre... Non, vous diriez, là, ça colle pas. Ben, Camus, c'est incroyable. Incroyable qu'aujourd'hui, à l'extrême droite, tranquillement, sans que personne ne le relève, on puisse citer un de ceux qui a été toujours sur la ligne de front politique, militante, engagée, physique, intellectuelle, un lutteur, un guerrier contre le fascisme. Quand il disait le fascisme, c'est le mépris. Ben, c'était le mépris hier d'un homme comme Bardella, comme Le Pen, ou comme tous les lieutenants de cette bande-là, qui, dès lors qu'ils parlent des migrants, leur enlèvent toute humanité. Hier, on parlait de relocalisation des migrants. Qu'est-ce qu'on relocalise d'habitude? Des machines, des entreprises qu'on délocalise, relocalise, peu importe, mais des choses, pas des êtres humains. On en vient de vous demander aujourd'hui ce que j'ai dit hier soir, mais combien vous voulez en prendre, Hamon, puisque vous en voulez? En prendre de quoi? Des tomates? Des bouteilles d'eau? Des laitues? Non, des êtres humains, c'est comme ça qu'on en parle. Et ça n'est pas que leur fait à eux. Une grande partie de la classe politique, même des journalistes. Dites-nous quels chiffres vous voulez en prendre. Comme si la politique se résumait à des chiffres. Et d'ailleurs, interrogeons les libéraux sur le fait qu'ils ont fait de la politique un calcul, une arithmétique, des chiffres, 3%, 60%, au point qu'on ne comprenne même plus ce qu'il y a derrière ces chiffres, sinon que c'est moins de services publics, moins d'hôpital public, moins de maternité, moins de trains, etc., etc. Mais ils sont, oui, eux, les fascistes, parce qu'il faut bien les nommer, l'extrême droite, les fascistes, mais pas le Rassemblement national, ça n'existe pas. Ça rassemble personne, ça. Ça rassemble peut-être quelques nostalgiques, regardez-les. Vous savez, depuis qu'hier, j'ai mis, que j'ai un peu secoué le jeune Bardella, là, et qu'il s'est retrouvé dans les cordes, bah, j'ai vu les réactions. D'abord, j'ai retrouvé avec une étoile de David sur des affiches. Donc en général, il y a deux trucs que savent dessiner ces gens-là, c'est la croix gammée et l'étoile de David. Ça, ils font bien avec un feutre, en général. Et quelques lettres, ou email, maintenant qu'on dit, bon, où honnêtement, j'ai été ramené à différentes sortes d'animaux, dans des rapports étranges avec d'autres sortes d'animaux. Bon, c'est à peu près le niveau des réactions que nous avons eues sur le terrain. Mais
Ces gens-là, aujourd'hui, méprisent profondément les citoyens. Et posez-vous toujours la question, quel est le pays dont l'extrême droite a été évacuée du pouvoir par la démocratie, quand elle l'a conquis? Dans quel pays a-t-on un jour battu dans les élections l'extrême droite au pouvoir quand elle dirigeait le pays? Ils méprisent fondamentalement les hommes et les femmes, et à commencer les plus pauvres parmi les pauvres. Et ce mépris va jusqu'à, aujourd'hui, manipuler l'information, se livrer au complotisme, au conspirationnisme, à tous ces artifices que leur enseigne M. Bannon ou les services de M. Poutine pour gagner des élections. Oui, le fascisme, c'est le mépris, et Bardella, comme Le Pen, c'est ce qu'il se fait de pire en matière de mépris des femmes et des hommes dans ce pays. Donc moi, je veux commencer par dire ça et lui dire que Camus avait bien raison de dire le fascisme, c'est le mépris. Mais Camus rajoutait que quand le mépris s'immisce en politique, il prépare ou finit par instaurer le fascisme. Et il désignait quoi, là? Le fait que le mépris n'est pas seulement l'apanage des extrêmes, et de l'extrême droite en l'occurrence. Le mépris, c'est celui aussi des élites, parfois des libéraux, quand ils finissent par aujourd'hui ne plus entendre qui que ce soit, quoi que ce soit, et quoi qu'il se passe, pensent qu'on peut continuer les politiques comme avant. Quand même, on a un mouvement social d'une durée, d'une intensité inédite avec les Gilets jaunes. On en pense qu'on veut, mais sur le fond, question sociale de la répartition des richesses est posée. Question démocratique du pouvoir que donne le bulletin de vote et de la capacité des citoyens à maîtriser leur vie est posée. Ce mouvement est d'une intensité incroyable et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est de dire « le grand débat nous invite à poursuivre nos politiques ». Bon, vous dites, tu veux pas creuser un peu quand même, voir s'il n'y a pas 2-3 petites choses qui t'amèneraient à interroger les choix politiques que vous avez faits? Non, rien. Et c'est toujours fascinant de la part des pouvoirs libéraux depuis maintenant des années en France et en Europe. Quand une crise intervient, tout juste concèdent-ils une erreur de communication. Et ils vous disent, c'est vrai, peut-être qu'en termes de pédagogie, on a mal expliqué ce qu'on faisait. Ils concèdent, en gros, que vous n'êtes pas assez malin pour comprendre le bien fondé de les politiques et combien ils sont très, très intelligents au moment où ils vous disent que ce qui vous fait mal, ça vous fait peut-être mal maintenant, mais ça ira mieux demain. Vous dites, mais ça fait longtemps que j'ai mal quand même. Non, mais soyez patient. Vous dites, oui, mais quand même, j'ai bien mal et je le sens bien, quoi. Et ben voilà. Et ils vous disent, non, on devrait mieux expliquer à tous ces gens que s'ils ont mal, c'est pour la bonne cause. Eh bien, aujourd'hui, ce type d'exercice du pouvoir, cette orientation politique, oui, elle prépare le pire. Parce que constatez ce qu'il se passe. Non seulement ils méprisent eux aussi les citoyens dans leurs revendications, dans leurs demandes démocratiques et sociales, mais au jour le jour, ils cèdent aux nationalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est un rempart à Marine Le Pen? Et maintenant, disons-le clairement, moi j'ai appelé à voter pour lui au second tour de l'élection présidentielle. J'ai appelé à voter pour lui et je sais qu'il y a des candidates ou des candidats sur cette liste ou des citoyens qui ont fait le même geste que moi, mettre le bulletin de vote Macron dans l'urne, mais pour qui, eux, quand ils étaient travailleurs, quand ils étaient aides-soignants, infirmiers, cheminots, simples salariés au SMIC, savaient qu'en mettant le bulletin de vote Macron dans l'urne, ça aurait des conséquences pour leur vie, et des conséquences négatives. Et en dépit de cela, ils ont dit, pour ne pas avoir Le Pen, je mets un bulletin de vote dont je sais qu'il va se traduire par des politiques qui vont me rendre plus fragile, plus vulnérable que je ne l'étais avant. Et ils l'ont fait. Honore-t-il dans ces politiques aujourd'hui le geste, l'acte démocratique, politique, républicain de ces millions de Français qui ne voulaient pas de son projet politique et ne l'ont pas soutenu, mais ont décidé de le mettre à l'Élysée comme rempart à l'extrême droite? Est-ce qu'il l'honore? Non. Pour de multiples raisons. D'abord parce qu'il a fait des politiques qui affaiblissaient les plus modestes et enrichissaient les plus riches. Première chose, c'était la pire des choses à faire, il l'a fait, il n'a démordu de rien, considérant toujours, alors on appelle ça la théorie du ruissellement, mais en fait ce sont ces gens qui pensent que
il faut que les gars dans la locomotive qui tirent toute la société de traînards derrière, etc., il faut leur donner de l'énergie pour qu'ils tirent le train derrière. Mais sauf que les wagons sont tous restés en gare et que la locomotive elle s'est barrée à coup de baisse d'ISF, de baisse de l'impôt sur le capital et de toutes sortes d'autres cadeaux et qu'ils se sont tirés. Que nous assistons aujourd'hui à une sécession des plus riches dans tous les pays européens, d'un refus de consentir à la solidarité et à l'impôt, d'un refus aujourd'hui d'accepter, de reconnaître que leur fortune est liée au service public, à l'investissement public et au travail de tous les autres, de ceux qui créent la richesse. Depuis quand la richesse serait créée par le génie de quelques grands capitalistes et qu'elle ne serait pas de facto le produit du travail quotidien de ceux qui la créent? C'est ça aujourd'hui, la réalité. Et ceux qui vivent de ce système ont fait sécession, aidés, encouragés en cela par le président de la République. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin. Parce que non content d'avoir une politique économique et sociale qui fragilise les plus pauvres et les jette dans les bras, aujourd'hui, des nationalistes, ils ont cédé sur les libertés publiques. Ils ont cédé là aussi. Qui ne voit pas que, quand même, nous sommes en France. Alors imaginez, Russie, Alerte Info, 3 journalistes sont entendus par les services de contre-espionnage. Non, une journaliste est entendue par les services de contre-espionnage et le patron du grand journal du soir russe est entendu par les services du contre-espionnage dans le cadre d'une enquête sur des fuites, sur une affaire qui concernerait Poutine et un de ses collaborateurs. On serait tous en train de dire vraiment, quand même, les Russes. Ah non, quand même, ces gens-là, hein, la démocratie, ils s'y feront jamais, quoi. Mais il n'y a pas de Kremlin, là. C'est Paris. Ariane Chemin, journaliste du Monde, Robert Louis Dreyfus, pour ce qui est de la direction du Monde, entendu par la DGSI, le contre-espionnage, attention, dans le cadre de l'affaire Benalla. Avant, 3 journalistes, 2 du média Disclose et un journaliste de la cellule d'investigation de Radio France, entendus par la DGSI. Pourquoi ? Parce qu'ils ont révélé, sujet que connaît parfaitement Françoise Sivignon, parce qu'elle revient du Yémen avant de rentrer en campagne avec nous comme ex-présidente de Médecins du Monde, ils ont révélé quoi ? Que la France a continué à livrer des armes et des munitions à l'Arabie Saoudite qui bombardent des populations civiles, en infraction avec le droit et les engagements et la signature de la France, qui voulait et qui veut que quand on sait qu'un pays utilise des armes contre des populations civiles, on interrompt toute forme de relation commerciale et d'armement avec lui. Et maintenant, plutôt que de changer cela, eh ben on convoque les journalistes. Mais où est la liberté de la presse, le secret des sources, le rôle indispensable des médias pour nous éclairer qui est directement remis en cause. Rajoutez-y la loi anti-casseurs qui permet à un préfet de décider qui manifeste et qui ne manifeste pas. Le Pen ne leur a même pas besoin de changer la loi pour demain m'empêcher de manifester, sur simple décision d'un préfet. Pour demain vous empêcher de manifester sur simple décision d'un préfet. Pas besoin de changer la loi, Macron l'a déjà changée. Rajoutez-y l'attitude que nous avons aujourd'hui en France à l'égard des migrants, à l'égard des réfugiés, à l'égard des demandeurs d'asile, à l'égard des exilés. Peu importe le mot ou la caractéristique, les conditions, les raisons de ce voyage qui est un voyage en exil, de cet exil, toutes ces personnes qui aujourd'hui sont ou des familles que l'on retrouve flottant à la dérive en Méditerranée, ou des jeunes en haillons et en claquettes qui frappent à la porte de la France en espérant effectivement pouvoir avoir peut-être demain, pas des papiers, mais une vie qui est correcte, une vie où ils travaillent, une vie dans laquelle ils espèrent eux aussi fonder une famille. Alors peut-être que certains resteront, peut-être que d'autres partiront, mais quelle est notre attitude ? C'est la honte et l'indignité. Et Macron ne nous a pas protégés de la honte le jour où, vous avez vu le débat hier sur BFM, Nathalie Loiseau disait « Si l'Aquarius avait été dans les eaux à proximité de... » Non, je ne vais pas parler comme ça, ça fait pas... Si l'Aquarius, pardon, avait été... Ça, on va dire après, Benoît Hamon fait limite boulette sexiste, quoi. Donc, c'est pas le cas, mais... Donc, si l'Aquarius avait été à proximité donc, de la France, nous l'aurions accueilli. Mais pipeau!
faux, blague, imposture. D'abord, la Corse, c'est encore dans la République. Hein. Et Simeoni, Gilles Simeoni, président de l'autorité corse, disait, de la collectivité corse, dit « Nous, on est prêts. On ouvre le port français. » Mais il y avait interdiction. L'Aquarius n'est pas bienvenu en France. Et après, vous avez un numéro de claquette de Macron qui vous dit « Nous, on n'est pas comme le fasciste Salvini. » C'est quoi la différence pour ceux qui étaient dans l'Aquarius? C'est quoi? Salvini ferme, Macron ferme. Les deux, c'est pareil. Et alors, à cette honte et cette indignité, il faut rajouter Christophe Castaner. Alors là, vous disiez, avec Collomb, on a touché le fond. Hein, vous pensiez ça? Moi aussi. Et on était nombreux, on se disait, là, on a touché le fond. En plus, c'est les pires, c'est les mecs qui sont encore prétendument de gauche et qui font toutes les horreurs. Et ça passe mieux parce qu'ils sont prétendument de gauche. Honnêtement, il faut qu'on dise ça passe au contraire beaucoup plus mal. Hein, parce que quand c'est un type qui se dit prétendument de gauche, qui fait des lois comme la loi Asile-Immigration, qui introduit l'état d'urgence dans le droit commun, qui, sans aucun problème, se fait dénoncer par toutes les organisations de défense des droits de l'homme et n'a aucun problème avec ça, vous dit oui, mais moi, j'ai un travail, maintenir l'ordre. Gérard Collomb, vous vous dites là, franchement, ça fait mal. Et on avait touché le fond. Et alors, merci Emmanuel Macron, parce que comme quoi... tout est possible, est arrivé Christophe Castaner. Et Christophe Castaner est donc le rempart à l'extrême droite. Il faut le comprendre, c'est ça. C'est lui, ministre de l'Intérieur, c'est le rempart à l'extrême droite. Donc, entre deux soirées, Christophe Castaner essaye de maintenir l'ordre. Et on est content, parce qu'apparemment, ça n'empêche pas de se divertir, pourquoi pas. Mais je redeviens 2 secondes sérieux. Qu'est-ce qu'a dit Christophe Castaner, qui est un scandale absolu? Il a dit que Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde, médecin humanitaire, est complice des passeurs, des violeurs et de tous ces salopards-là. Il a dit que cette femme est coupable d'un délit de solidarité. Mais il dit aussi qu'Éric Pliez, patron du SAMU social à Paris, quand il accueille dans un de ses centres d'hébergement un sans-papier et qu'il n'a pas contrôlé les papiers, est aussi un criminel. C'est-à-dire que ces gens qui se prétendent des libéraux, qui se prétendent être un rempart à l'extrême droite, ont réussi, mépris absolu qui prépare et instaure un jour le fascisme, hélas, mais il y a une solution et il y a un antidote, vous le verrez. Mais ces gens-là ont fait des French doctors de ce qui était la fierté de la France, ces médecins humanitaires qui parcouraient le monde pour apporter la solidarité, le geste, la main tendue, indépendamment de la couleur, de la religion, de l'absence de religion, de l'orientation sexuelle, de la nationalité de celui qui était à genoux, ceux-là, maintenant, sont devenus des criminels. Eh bien, on a là un crachat au visage de ceux qui ont voté Macron contre Le Pen. C'est un crachat insupportable. Parce que, et moi je vous le dis, que ça plaise ou pas, notamment, alors puisqu'on est à Rennes, il y en a aussi un, Jean-Yves Le Drian. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a perdu quand même. Hein? Sérieusement, on l'a perdu. Hein? Non mais à un moment, le type était quand même il avait un ciré jaune, on pouvait le voir, quoi. Et puis on se disait, il y avait 2-3 convictions, quoi. Bon, on a compris que sur les dockers, déjà, sur le statut des dockers, il penchait quand même à droite sur les questions sociales. Mais là, on l'a paumé. Hein? Et alors, il a embarqué avec lui Florence Parly. Et ce sont les deux qui justifient aujourd'hui qu'au Yémen, on continue à livrer des armes. Vous vous rendez compte? Je veux dire, Jean-Yves Le Drian, je ne vais plus jamais vous dire tu, comme je vous le disais avant. Sur ça, vous avez perdu toute forme de respect de la part des femmes et des hommes de gauche. Justifier les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, c'est terminé. Terminé. Votre défaite, elle n'est pas que politique. Votre défaite, elle est morale. Vous n'êtes plus légitime à vous revendiquer d'une quelconque idée progressiste. Vous n'êtes plus depuis très longtemps la gauche, mais vraiment, là, c'est une faillite morale totale. Voilà. Et donc désormais, moi, je ne tutoie pas les gens dont je considère qu'ils ont failli à ce point-là. Vous êtes aujourd'hui l'incarnation de cette dérive-là. Alors comment lutter contre ça?
Nous, on pense qu'il n'y a que la gauche. Elle est divisée aujourd'hui. Mais c'est quand même que la gauche et les écologistes. Parce que nous, on pense que l'écologie, si ce n'est pas de gauche, ça ne combat pas le libéralisme et le capitalisme, et donc ça n'arrivera pas à engager la transition écologique et à rompre avec le principe d'une croissance exponentielle infinie dans un monde fini, ce qui est une absurdité. Donc, il faut réunir la gauche et les écologistes. Ce sera la tâche de l'après-européenne, puisque nous n'avons pas réussi à la faire avant les européennes. Ce sera notre tâche et nous nous y consacrerons totalement. Mais le plus important, je vais vous dire aujourd'hui, c'est que nous allions à l'offensive là où l'extrême droite est la plus forte. Que nous ne nous contentions pas du discours « votez pour nous parce qu'avec eux ce sera pire ». Vous avez eu Macron. Il s'agira de gagner sur une majorité culturelle, c'est-à-dire avoir gagné les consciences, sociale, c'est-à-dire avoir les travailleurs avec nous, et politique à la fin. Et c'est pour ça que nous avons décidé, nous, d'attaquer le Front National sur sa zone de confort, là où il est populaire, là où les Français pensent comme lui, trop d'immigrés, trop d'étrangers, trop de musulmans, nos modes de vie seraient en danger. Nous avons décidé de l'attaquer sur ce terrain-là, parce que non seulement nous savons que ce n'est pas vrai, mais que la société du partage que nous proposerons, la société fraternelle, la société de la redistribution de la richesse, cette société-là, elle est capable de lever des foules, comme elle l'a déjà fait dans le passé en France, et avec un projet positif, fraternel, constructif, bien plus fortement qu'aujourd'hui on ne le pense. Donc nous allons les attaquer sur ce terrain-là. Et nous allons... Et c'est le premier pas, la première brique, c'est les européennes. On va construire cette digue, une digue humaniste. On va commencer par ça, la base, l'humain, retour aux fondamentaux, une digue humaniste de celles et ceux qui pensent qu'un pauvre en Méditerranée est une sœur ou un frère en humanité, que vis-à-vis de lui, quand il est en détresse, la base, et je le dis aussi aux chrétiens de droite, c'est quand même pas possible de nous parler toujours d'inscrire l'héritage judéo-chrétien dans la Constitution européenne et de ne pas écouter le pape quand il dit l'Aquarius, on les prend. Hein, Bellamy, là-dessus. Quand même, que l'énergie de la droite, aujourd'hui, ce soit de mettre une ligne sur l'héritage judéo-chrétien de la civilisation européenne et de pas, je sais pas, l'actualité du christianisme, elle ne serait pas justement à accueillir l'Aquarius plutôt que de nous parler de l'histoire et de l'héritage. Il existe cet héritage-là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on y est beaucoup plus fidèles, nous, quand on veut ouvrir les ports, que ceux qui aujourd'hui s'en revendiquent. Fin de la parenthèse religieuse, parce que là, notamment en Bretagne, on est sur des sujets un peu casse-gueule. Et parce que vous ne savez jamais si vous êtes dans la moitié qui prend ça bien ou l'autre moitié qui prend ça très mal. Et c'est toujours ça en Bretagne. Hein. Moi, je me souviens, l'école publique, pas trop laïque ou pas trop catho. Bon, bref. Bon, comme j'ai grandi à Brest, je vois assez bien de quoi je parle. Et bon, donc comme là, en plus, c'est partagé. Je ne sais pas qui est quoi. Donc ça m'a... Je regarde, j'essaie de deviner aux têtes, mais j'y arrive pas. Hein, bon, bref. Donc, on m'avait dit qu'il fallait que je sois bref, mais c'est la fin, c'est le dernier. Et donc, j'arrête là. Mais je vais vous dire, donc, on va construire une digue humaniste. Et la digue humaniste, elle pose des principes simples sur ces questions, pour commencer, des migrations, des déplacements de population, de cette crise humanitaire que nous connaissons aujourd'hui en Europe, sur cette crise de l'hospitalité et de l'accueil. Et nous affirmons que le continent européen n'a pas à se comporter comme un continent et une puissance déclinante, peureuse, inquiète, mais qu'elle a aujourd'hui, au contraire, les atouts et les ressources pour transformer l'énergie de ces migrations en une énergie positive pour nous, nos sociétés, mais aussi positive en retour pour les pays de départ de ces populations-là. Et nous allons nous y consacrer et nous affirmons par exemple qu'il faut donc changer le règlement de Dublin, qu'il faut donc harmoniser l'asile en Europe, qu'il faut intégrer le fait qu'on puisse venir d'un pays dit sûr, mais venir parce qu'on est persécuté pour son orientation sexuelle et que ça justifie qu'on ait le statut de réfugié en Europe, que nous sommes favorables à un visa humanitaire, que nous sommes favorables à ce qu'on remette en cause cette hypocrisie lamentable qui veuille qu'on fasse la frontière en Turquie, au Soudan ou en Libye. Donc bonjour les gardes frontières. Hein. C'est-à-dire que c'est Erdogan qui vous dit j'ouvre pas, j'ouvre pas. Et en fonction, et donc on parle de personnes qui passent quand même. Et on joue avec des personnes comme un instrument du chantage et du rapport de force d'Erdogan sur les Européens.
Sinon, on livre, nous, des bateaux. Alors ça, c'est le boulot de Le Drian, ça. Hein, c'est ça, il en a vendu des bateaux aux gardes-côtes libyens pour attraper les gens et les remettre entre les mains de qui? De réseaux esclavagistes. Parce que c'est ça, hein, concrètement, ce qui se passe. C'est ça, c'est le tangible, palpable. Donc, nous allons construire cette digue humaniste. Et je vous le dis, face à l'extrême droite, n'attendez aucun secours des libéraux. Aucun secours des libéraux. Ils ne sont pas le rempart, ils ne sont pas l'antidote, ils sont aujourd'hui le carburant qui alimente le nationalisme partout. Sinon, pardon, mais les libéraux gouvernent partout en Europe. Partout, partout, partout. Partout, partout. Alors qu'ils soient ultra-libéraux, libéraux du milieu ou sociaux-libéraux. À la fin, c'est libéral, hein. En économie, en tout cas, ça fait les mêmes réformes des retraites, les mêmes réformes du marché du travail, les mêmes réformes des services publics, c'est qu'il y a moins à chaque fois. Hein. Si on vous dit il faut mutualiser, dématérialiser, et puis à la fin vous dites ouais, ben oui quand même, ça fait oui c'est vraiment dématérialisé en termes de pouvoir d'achat, quoi, parce qu'il n'y a plus rien, quoi, ou il y a moins. Voilà, donc c'est toujours à peu près la même chose. Et eux aujourd'hui, indiscutablement, ils sont partout au pouvoir et partout les nationalismes montent. Donc les réponses, elles sont à l'évidence ailleurs. Et il n'y a qu'une réponse de gauche et écologiste, une réponse aujourd'hui que nous devons incarner, et nous devons incarner avec force, notamment en ne cédant plus rien sur les questions culturelles, intellectuelles et philosophiques. Et c'est cette pierre-là qu'on veut poser aux élections européennes. Cette première brique, celle du printemps européen, liste transnationale, qui revendique aujourd'hui de mener l'offensive aussi sur les valeurs. La nationalité européenne, j'espère qu'on en parlera, mais qui serait une étape supplémentaire dans ce qui était le formidable projet de Victor Hugo, d'imaginer demain les États-Unis d'Europe. Alors, ce sera optionnel, ça ne vous enlèvera pas votre nationalité, ça n'enlèvera rien à votre attachement à votre patrie, au lien charnel qui vous lie à un territoire, une langue, mais nous voulons faire une étape supplémentaire. Nous menons la bataille culturelle où, en Pologne, où j'ai été défendre avec Génération le droit à l'IVG et l'inscription demain dans les traités européens du droit des femmes à disposer de leur propre corps, à être libres de leur sexualité, à pouvoir bénéficier d'une contraception accessible, mais que ce droit à l'IVG soit inscrit dans les traités comme l'abolition de la peine de mort. Nous irons, comme j'ai été encore en Hongrie, où, sachez-le, les petits copains, alors on ne sait pas si c'est les copains de Bardella, Orban, on ne sait pas le copain de qui, c'est qu'en fait c'est le copain de tout le monde. Dupont-Aignan est copain, Bellamy copain, Bardella copain, Philippot copain, tout ça. Donc tout ça c'est copain. Donc qu'est-ce qu'il fait Orban? Vous avez vu, bon, la presse il aime pas, l'indépendance de la justice il aime pas. Donc déjà des petites caractéristiques qui vous donnent une petite indication. Alors les migrants il n'aime pas du tout, du tout, du tout. Les noirs, ouh là 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 là, pas chez nous, monsieur. Non mais je vous le dis comme c'est que c'est la réalité. C'est les musulmans, les arabes, les noirs. En plus, je pense que pour Orban, tout noir est musulman. Je veux lui dire, ou tout arabe est musulman. Donc c'est possible de ne pas l'être. Hein. Petite info, on peut avoir une autre religion, ne pas en avoir du tout, c'est aussi possible. Mais bon, voilà, là-bas, c'est comme ça. Et bien Orban, savez-vous ce qu'il y a dans les programmes scolaires aujourd'hui en Hongrie? Pour les petits-enfants hongrois, on leur apprend la différence d'aptitude intellectuelle entre les filles et les garçons. Vous savez, je termine par là. Le fascisme, c'est le mépris, mais c'est d'abord la guerre à l'intelligence. C'est la guerre à l'intelligence. Ça nie le fait que vous soyez suffisamment éclairé, intelligent, informé pour pouvoir choisir votre vie. Et nous, ce n'est pas la guerre à l'intelligence qu'on veut faire, c'est parce que le sentiment européen, comme disait Zweig, est le fruit d'une réflexion, de la raison. Nous voulons construire le contraire d'une guerre à l'intelligence. C'est parier sur l'intelligence collective, donner des instruments, des armes aux citoyens pour qu'ils choisissent seuls, parfois pas nous, parfois le contraire de nous, mais librement. Et nous faisons ce choix-là. Et nous devons l'affirmer dans tous nos combats politiques, c'est ce que nous faisons aux européennes. Nous ne céderons rien à ce mépris-là, nous ne céderons rien à ceux qui ont déclaré la guerre à l'intelligence, nous ne céderons rien à ceux qui ne sont motivés que par leur peur, leurs petites inquiétudes, leur trouille au jour le jour et qui est en train de nous mener dans le précipice si nous ne prenons garde. Donc voilà, on est très heureux d'avoir fait campagne. On a appelé notre liste « Vive l'Europe libre », le printemps européen, plein de choses. Mais il y a des mots positifs là-dedans, la liberté, vive, le printemps, l'Europe, il n'y a que ça. Et on continuera à faire de la politique comme ça,
Demain, au Parlement européen, ce sera pour nous une grande fierté que de représenter la gauche et l'écologie. Il nous reste là quelques jours, quelques heures. Moi, je vais vous demander une chose très simple. Relayez à votre répertoire email, à votre répertoire téléphone, sur vos pages Facebook, etc., les messages, si vous croyez qu'il faut voter pour le printemps européen. Ça va se jouer à quelques voix. Savez-vous qu'un électeur sur 3 qui va voter dimanche se décide là. C'est dans les 3 derniers jours pour les européennes. Là. Donc c'est tout ce que vous avez vu avant sur les sondages. Bon, je suggère qu'on les interdise d'ailleurs dans les 15 derniers jours parce que ça rend fou et les politiques et les journalistes. Mais tout ça ne veut plus rien dire. Dans ces 3 derniers jours, vous faites selon que vous ayez envoyé à 10, 20, 30, 40 personnes. Moi, je vais voter pour un tel, pour telle liste, pour tel programme. Pour ces raisons-là, ça aura un impact considérable. En clair, cette réunion, j'espère qu'elle servira à vous convaincre de nous aider dans ces derniers jours. Vous pouvez le faire le samedi et le dimanche aussi. Mais maintenant commence ce qu'on appelle l'Agora Live. C'est à vous, je crois que c'est tirage au sort aussi ici. Bon, d'accord. Et donc, les parlementaires qui sont derrière moi, ou les futurs, pardon, parlementaires européens qui sont derrière moi, répondront à toutes vos questions, à la fois sur la politique, sur les programmes, et puis sur tout ce que vous avez envie de nous demander, voilà, parce qu'on est très ouvert. Donc bonne soirée et bonne soirée.